Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les dinosaures ont vécu à une époque qui a commencé il y a environ 252 millions d'années et s'est terminée il y a environ 66 millions d'années. Mais avez-vous déjà pensé à ce qui existait avant eux? Quelles étaient les plus grandes créatures sur Terre avant l'apparition du premier dinosaure? Aujourd'hui, nous allons vous montrer 20 animaux terrifiants qui vivaient avant les dinosaures. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Il y a beaucoup de débats sur ce qui est arrivé directement après les dinosaures, mais qu'est-ce qui existait avant eux? Il fut effectivement un temps antérieur. Ce reptile préhistorique, appelé Dimétrodon, techniquement une sorte de pélicosaure, existait pendant la période du Permien, environ 50 millions d'années avant l'apparition des premiers dinosaures. Contrairement à la croyance populaire, Dimétrodon n'était pas un dinosaure. Les pélicosaures, comme Dimétrodon, étaient plus étroitement liés aux thérapsides, reptiles ressemblant à des mammifères, qu'aux archosaures, le groupe qui comprend les dinosaures. En fait, Dimétrodon présentait plus de similitudes avec les mammifères qu'avec les dinosaures. Le nom Dimétrodon peut être trompeur, car il dérive de l'une de ses caractéristiques les plus obscures, la présence de deux types différents de dents dans ses mâchoires. Son arsenal dentaire comprenait des canines pointues à l'avant, idéales pour déchirer des proies fraîches, et des dents ressemblant à des molaires à l'arrière, adaptées au broyage de fragments musculaires et osseux durs. La caractéristique la plus distinctive du Dimétrodon était sa voile massive, un trait qui n'a pas été revu avant le spinosaure du Crétacé moyen. Cette voile servait probablement à plusieurs fins. Étant donné que Dimétrodon était un reptile lent avec un métabolisme à sang froid, la voile fonctionnait probablement comme un dispositif de régulation de la température. Numéro 19. C'était il y a 250 millions d'années et vous entendez un cri terrifiant et retentissant. Ce que vous avez probablement entendu était un scutosaure, également connu sous le nom de lézard bouclier. Le scutosaure est un genre de reptile éteint, recouvert de plaques de protection. L'orientation unique de ses jambes, avec les jambes placées plus au centre sous son corps, lui permettait d'adopter une posture haute et imposante. Le scutosaure avait un squelette robuste, soutenu par des muscles forts et une peau dure, ce qui en faisait une créature lente mais bien protégée. Doté de dents lui permettant de broyer la végétation sèche, il s'appuyait sur son ouïe exceptionnelle et rugissait peut-être fort pour communiquer avec d'autres de son espèce. Le scutosaure pesait jusqu'à environ 1150 kg, comparable à un rhinocéros noir moderne, et mesurait environ 2,6 mètres de longueur. Son corps entier était recouvert d'ostéodermes osseux individuels et étroitement emballés, plutôt que de former une plaque continue. La mâchoire supérieure contenait 18 dents, tandis que la mâchoire inférieure en avait 16, et son museau présentait des rangées de dents hétérodontes en forme de lame. Remarquablement, le scutosaure possédait également une petite projection osseuse derrière son crâne, le distinguant des autres pareiasaures. Numéro 18. Moschops, dérivé des mots grecs signifiant face de veau, est un genre éteint de thérapsides qui prospérait à l'époque guadalupienne, il y a environ 265 à 260 millions d'années. Ces créatures lourdement bâties étaient des herbivores et des preuves suggèrent qu'elles ont peut-être passé du temps dans l'eau, à l'instar des hippopotames modernes. Des restes de Moschops ont été découverts dans la région du Karoo en Afrique du Sud, appartenant spécifiquement à la zone d'assemblage de Tapinocéphalus. Les thérapsides, dont les Moschops, étaient des synapsides, les animaux terrestres dominants, au cours d'une période se terminant il y a environ 252 millions d'années. Ces créatures uniques mesuraient environ 2,7 mètres de longueur et pesaient en moyenne 130 kg. Le crâne épais et distinctif des Moschops a donné lieu à des spéculations selon lesquelles ils se livraient à des concours de coups de tête, de la même manière que l'on nous met en garde contre les chevaux et les kangourous qui peuvent nous donner des coups de pied. Numéro 17. Cynognathus, dérivé des mots grecs signifiant mâchoire de chien, se distingue parmi les soi-disant reptiles ressemblant à des mammifères qui existaient au milieu du Trias. En tant que cynodonte, Cynognathus était un prédateur rapide et féroce, ressemblant à une version plus petite et plus sauvage du loup moderne. Son succès évolutif est évident du fait que ses restes ont été découverts sur 3 continents, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Ce qui rend Cynognathus encore plus particulier, c'est sa possession de nombreuses caractéristiques généralement associées aux premiers mammifères préhistoriques.
Les paléontologues pensent qu'il avait une fourrure épaisse et qu'il a peut-être donné naissance à des petits vivants, un trait rare chez les reptiles qui pondent généralement des œufs. De plus, il présentait un diaphragme étonnamment semblable à celui d'un mammifère, lui permettant de respirer plus efficacement. Le plus étonnant peut être qu'il existe des preuves suggérant qu'il avait un métabolisme à sang chaud, semblable à celui des mammifères, ce qui le distinguait de la plupart des reptiles à sang froid de son époque. La combinaison de ses caractéristiques semblables à celles d'un mammifère et de ses prouesses semblables à celles d'un prédateur le rendait probablement hautement mortel. Numéro 16. Estemenosuchus présentait l'ornement de tête la plus complexe parmi les thérapsides herbivores. Les crêtes de la tête de la créature, ressemblant à de courts bois de cerf, étaient principalement des dispositifs d'exposition, avec des variations observées selon les différentes espèces. Ces cornes poussaient vers le haut à partir des os frontaux du crâne. Les habitudes alimentaires exactes d'Estemenosuchus restent un sujet de débat parmi les paléontologues, alors que certains ont souligné ses canines et ses incisives pointues, suggérant un régime carnivore. D'autres affirment que de nombreux thérapsides herbivores avaient également des dents ressemblant à celles des carnivores. La taille immense et le volume de l'animal, ainsi que l'orientation de ses pattes, indiquent des adaptations pour un système digestif volumineux et une locomotion économe en énergie, plus conforme aux traits herbivores. Cela suggère qu'il aurait pu être un omnivore, complétant occasionnellement son alimentation à base de plantes par une consommation de viande. L'orientation de ses membres soutient en outre ses tendances herbivores. Les membres postérieurs, placés directement sous les hanches, indiquent une forme de locomotion plus économe en énergie, tandis que les membres antérieurs, écartés sur les côtés, permettent un broutage et des manœuvres efficaces. De plus, sa grande taille et sa masse ont conduit à suggérer qu'il était gigantothermique. Avec un faible rapport surface-masse corporelle, ce qui aurait conduit à une température interne relativement constante, similaire à celle d'une créature à sang chaud. Numéro 15. Le puissant prédateur terrestre Eryops est un genre éteint d'amphibiens primitifs et ses fossiles ont été trouvés dans des roches du Permien en Amérique du Nord. La période permienne s'étendait il y a 299 millions à 251 millions d'années. Eryops était une créature colossale, mesurant plus de 2 mètres de long. Son grand crâne présentait des os épais et inégaux, caractérisés par des crêtes proéminentes. Remarquablement, ses orbites étaient grandes et tournées vers le haut. Sur les bords de ses mâchoires ainsi que sur son palais, il possédait de grandes dents pointues. La force et la taille de sa colonne vertébrale et de ses membres squelettiques suggèrent qu'Eryops était bien adapté au déplacement sur Terre. Malgré ses membres courts, il était particulièrement large et les ceintures scapulaires et hanches étaient massives. La peau de l'animal présentait des bosses osseuses, servant probablement d'armure protectrice contre les prédateurs. En tant que prédateur, Eryops dépendait principalement du poisson comme source de nourriture, même s'il chassait probablement également des vertébrés terrestres. Ses membres et la structure de ses côtes suggèrent sa capacité exceptionnelle à traverser les environnements terrestres, ce qui en fait l'un des premiers amphibiens les plus performants à cet égard. Les adaptations au mouvement terrestre, combinées à sa taille impressionnante et à sa nature prédatrice, ont fait d'Eryops une force dominante dans l'ancien écosystème du Permien. Numéro 14. Hesperornis, un grand oiseau incapable de voler, naviguait sans effort sur les océans et capturait des poissons avec son bec denté. Ses ailes relativement petites étaient tenues près de son corps et avaient peu d'utilité, sauf peut-être pour aider à se diriger sous l'eau. Au lieu de cela, il comptait sur ses pattes postérieures robustes et ses pieds enflés pour chasser ses proies et échapper aux prédateurs dans la mer. Doté d'une queue aplatie, cet oiseau avait la capacité de changer de profondeur et de direction sous l'eau. Sous l'eau, il faisait preuve d'une grâce et d'une agilité remarquables en nageant. Ses pattes gonflées le propulsaient sous la surface de l'eau, tandis que son long cou lui permettait d'extraire les poissons de leur cachette avec précision. L'oiseau était si bien adapté à la plongée et à la natation que marcher sur Terre s'est avéré une entreprise délicate. Il est probable qu'il ait débarqué uniquement pour se reproduire et pondre ses œufs. Cependant, la terre et l'eau représentaient des menaces pour lui, car le mosasaure aquatique Tylosaure considérait cette créature comme un repas savoureux. Un fait intéressant est qu'il se nourrissait et nichait probablement de la même manière que les manchots. Numéro 13. Gorgonopsia,
du nom de la gorgone de la mythologie grecque, était un groupe de mammifères prédateurs qui prospéraient avant l'ère des dinosaures. Ils étaient les principaux prédateurs de leur époque avant de disparaître il y a environ 250 millions d'années. Ces créatures bestiales étaient les plus grands prédateurs de la fin du Paléozoïque, la période juste avant l'émergence des dinosaures. Avec une longueur allant jusqu'à 3 mètres, les gorgonopsiennes étaient parmi les prédateurs les plus féroces ayant jamais existé sur Terre. Leur tête présentait une apparence quelque peu canine, ornée de grandes canines supérieures mesurant jusqu'à 10 cm de long. Malgré leurs caractéristiques quelque peu mammifères, ils avaient des yeux sur les côtés de la tête, semblables à ceux des lézards. Leur corps était probablement couvert d'écailles plutôt que de fourrure. L'apparence générale des gorgonopsiens aurait ressemblé à un croisement entre un lion et un grand varan. Cependant, ces créatures ont connu leur disparition lors de l'extinction massive du Permien-Trias, l'événement d'extinction le plus grave de l'histoire de la Terre. Numéro 12. Les arthrodires, également connus sous le nom de poissons géants, possédaient des plaques de tête uniques qui différaient des crânes traditionnels d'une seule pièce. L'un des rares fossiles trouvés de l'espèce, le Rockyrhiver titanictis, possédait une plaque de tête blindée mesurant près de 1,20 m de large et à peu près aussi longue. Le corps de l'animal, composé de cartilage et de tissu mou, ne s'est pas fossilisé pour des raisons inconnues. On estime cependant que son corps était 3 fois plus long que la plaque de tête. Titanictis possédait un os de la mâchoire inférieure caractéristique, connu sous le nom d'inférognatal, de chaque côté de sa bouche. Les inférognatales de ce poisson étaient longs et courbés, se terminant par une pointe acérée en forme de dent. Titanictis représente l'un des derniers membres des arthrodires cuirassés, un groupe qui, pour des raisons qui restent floues, a disparu il y a environ 360 millions d'années. La découverte que Titanictis aurait pu être un gigantesque filtreur souligne le fait que les arthrodires n'étaient pas une impasse évolutive. Au lieu de cela, ils ont continué à évoluer vers des formes nouvelles et plus spécialisées jusqu'à leur éventuelle extinction. Numéro 11. Les ophiacodons, une famille éteinte des premiers eupélicosauriens, ont prospéré pendant les périodes carbonifères et permien. Le mode de vie et le comportement de chasse d'ophiacodons, aussi terrifiant soit-il, restent l'objet de débats permanents. Certains experts suggèrent qu'il s'agissait d'un carnivore semi-aquatique, se nourrissant de poissons et d'amphibiens. Cette hypothèse est confortée par la présence de nombreuses petites dents, idéales pour saisir des proies glissantes comme les poissons. De plus, l'encoche à l'extrémité de la mâchoire supérieure, une caractéristique commune chez les piscivores, conforte encore cet argument. D'autres cependant soutiennent que le crâne profond de l'animal aurait gêné ses capacités aquatiques et que la structure de ses membres suggère un mode de locomotion principalement terrestre. Il a probablement également utilisé certaines stratégies pour localiser la nourriture. Indépendamment de son habitat préféré, Ophiacodon était l'un des prédateurs les plus redoutables de son époque, peut-être uniquement menacé par d'autres membres de son espèce. Le crâne profond de l'animal suggère la présence de muscles puissants capables d'une forte force de morsure. De plus, les dents d'Ophiacodon présentent des variations de taille en développement qui deviendraient plus prononcées chez les pélicosauriens ultérieurs. La famille des Ophiacodons a finalement disparu au stade kungurien ou rhodien, permettant l'essor des anomodontes, des thériodontes et des reptiles diapsidés. Numéro 10. Les thérocéphales sont l'une des 3 lignées thérapsides qui ont survécu à l'extinction massive catastrophique de la fin du Permien. Cet événement, considéré comme la plus grande extinction massive de l'histoire de la Terre, a anéanti jusqu'à 96% de toutes les espèces marines et 70% des espèces vertébrées terrestres. Les thérocéphales ont prospéré pendant les périodes du Permien et du Trias avec leurs fossiles abondants dans le Karoo d'Afrique du Sud, ainsi qu'en Russie, en Chine, en Tanzanie, en Zambie et en Antarctique. Le nom thérocéphale, qui signifie tête de bête, est dérivé de leur grand crâne, indiquant leur nature carnivore. Comme les autres synapsides non mammifères, les thérocéphales étaient autrefois considérés comme des reptiles ressemblant à des mammifères. Bien que la plupart d'entre eux aient disparu lors de l'extinction du Permien-Trias, certains représentants du sous-groupe connu sous le nom d'Euterocéphalia ont réussi à survivre jusqu'au Trias inférieur. On pense que certains de ces genres étaient venimeux, ce qui en fait les plus anciens tétrapodes connus présentant de telles caractéristiques.
Cependant, les derniers thérocéphales restants ont disparu au début du Trias moyen, probablement en raison du changement climatique et de la concurrence croissante avec les cynodontes, les archosaures et d'autres groupes de reptiles. Numéro 9. Notosaure, mot grec signifiant faux lézard, a parcouru la Terre et les océans pendant près de 50 millions d'années au cours de la période du Trias. Avec ses membres antérieurs et postérieurs à nageoires, ses genoux et ses chevilles flexibles, son long cou, son corps effilé et ses nombreuses dents, c'était un redoutable prédateur. Bien que ressemblant à des phoques modernes, les paléontologues pensent que Notosaure aurait également pu passer du temps sur Terre. Il est évident que ce reptile respirait de l'air, comme en témoigne la présence de 2 narines sur le dessus de son museau. Bien qu'il soit adepte de la natation, le Notosaure n'était pas aussi bien adapté à la vie entièrement aquatique que les pliosaures et plésiosaures ultérieurs comme l'élasmosaure. Dans l'eau, il utilisait une combinaison de sa queue et de ses membres à nageoires pour se propulser. Ses mâchoires étaient remplies de dents longues et minces dépassant de la bouche et s'emboîtant lorsque les mâchoires se fermaient. Cette disposition de dents servait de piège efficace pour capturer des proies glissantes comme les poissons. Bien que Notosaure soit souvent décrit comme un mangeur de poissons dévoué, il existe des preuves qu'il se nourrissait également de petits et jeunes reptiles marins. La présence de placodontes juvéniles, tels que Siamodus, trouvés dans l'estomac des petits notosaures, conforte cette hypothèse. Numéro 8. Le T-Rex aurait pleuré à la vue des gorgonopsides. Un seul est terrifiant, mais ceux-ci étaient terrifiants à un niveau apocalyptique et ils chassaient probablement en groupe. Les gorgonopsidés, les prédateurs dominants du Permien supérieur, parcouraient l'Afrique du Sud avec quelques spécimens également trouvés en Russie européenne et plus récemment en Chine. Ces redoutables créatures étaient connues pour chasser les dinocéphales, un autre groupe de synapsides, ainsi que les grands pareiasaures, des animaux lourdement blindés apparentés aux tortues. Certains gorgonopsides avaient un crâne incroyablement grand, mesurant près d'un demi-mètre de long. L'Icaneops, l'un des gorgonopsidés les plus étudiés, était un prédateur d'1 mètre de long dont le nom se traduit par face de loup. Son crâne, ressemblant à celui d'un loup, était allongé, bas et mince. Notamment, les mâchoires supérieures et inférieures du Lycaneops contenaient de longues canines, rappelant les chats à dents de sabre du Pléistocène. Ces dents acérées permettaient aux gorgonopsides de poignarder et de déchirer leurs grosses proies. L'agilité et la vitesse de ces animaux étaient facilitées par leur squelette léger et agile, indiquant un mode de vie actif. Leurs pattes relativement longues, par rapport à leur taille, suggèrent leur capacité à se déplacer rapidement. Numéro 7. Caprosuchus, également connu sous le nom de crocodile sanglier, était une créature remarquable qui vivait au milieu du Crétacé, principalement dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Nord. Estimé à 3 mètres de long, une autre caractéristique frappante de Caprosuchus était ses 3 ensembles de grandes défenses ressemblant à des sangliers dépassant du dessus et du dessous de son crâne. La mâchoire inférieure avait une encoche qui s'inscrivait dans les encoches correspondantes de la mâchoire supérieure, empêchant la mâchoire d'être maintenue ouverte en permanence par ses propres dents. Cette structure inhabituelle de la mâchoire lui permettait d'infliger des dégâts plus dévastateurs à ses proies que les autres crocodiliens. On pense que Caprosuchus était plus qu'un simple prédateur aquatique. Contrairement à de nombreux crocodiles préhistoriques dont les yeux étaient tournés vers le haut, Caprosuchus avait les yeux tournés vers l'avant, une caractéristique que l'on retrouve couramment chez les prédateurs terrestres. Cela suggère que Caprosuchus parcourait probablement les plaines africaines à la recherche de proies, semblable au comportement de chasse des grands félins que nous voyons aujourd'hui. Numéro 6. Astraspis, nommé ainsi en raison des plaques en forme d'étoile qui recouvrent son corps, était un fascinant poisson sans mâchoire qui prospérait pendant la période ordovicienne. Cet ancien poisson présentait des similitudes avec d'autres poissons sans mâchoire tels que Arandaspis et Sacabambaspis. Astraspis est connu pour posséder une ligne latérale, une série d'organes sensoriels s'étendant sur toute la longueur de son corps, une caractéristique également présente chez les poissons modernes. Des fossiles d'Astraspis ont été découverts en Bolivie, contribuant à notre compréhension de sa répartition. Astraspis était apparenté à d'autres poissons de l'Ordovicien, tels que le Sacabambaspis d'Amérique du Sud et l'Arandaspis d'Australie. Sur la base de fossiles presque complets, on estime qu'il a atteint une longueur d'environ 20 cm.
Le corps d'Astraspis était couvert de petites écailles en forme de plaque, chacune mesurant moins de 1 mm le long de la queue flexible. En revanche, le corps antérieur était orné d'écailles plus grandes en forme de plaque mesurant plus de 2 mm. Le poisson avait probablement des yeux relativement grands, positionnés latéralement et 8 ouvertures branchiales de chaque côté. Les plaques osseuses protectrices qui le recouvraient étaient composées d'aspidine, une substance chimiquement similaire aux dents des requins modernes. Ces plaques étaient en outre ornées de tubercules constitués de dentine, un tissu dur que l'on trouve couramment dans les dents. Les tubercules, souvent en forme d'étoile, ont donné naissance au nom Astraspis, qui se traduit par bouclier étoilé. Numéro 5. L'Arthropleura, l'un des plus grands invertébrés terrestres ayant jamais existé, parcourait autrefois les anciennes côtes de l'Angleterre au cours de la période carbonifère, qui s'est produite il y a environ 359 à 299 millions d'années. Au Carbonifère, l'atmosphère terrestre était nettement plus riche en oxygène qu'elle ne l'est aujourd'hui. L'abondance de carbone emprisonné dans les plantes ligneuses, difficiles à décomposer, a contribué à cet environnement riche en oxygène. Alors que notre atmosphère actuelle contient environ 21% d'oxygène, les niveaux d'oxygène au Carbonifère dépassaient 26% et atteignaient parfois des niveaux supérieurs à 30%. Cette période est connue pour la domination d'insectes colossaux comme les méganeuras, insectes ressemblant à des libellules et de la taille d'un oiseau. Les niveaux d'oxygène plus élevés au Carbonifère ont probablement joué un rôle important dans la croissance de ces insectes géants. Les insectes possèdent un système respiratoire unique appelé trachée, qui délivrent de l'oxygène directement aux tissus de leur corps. Ce système permet à l'oxygène de pénétrer dans leur corps à un rythme relativement plus lent que celui des autres animaux qui dépendent du sang pour transporter l'oxygène. Numéro 4. Dimorphodon, membre de la famille des ptérosaures, doit son nom au sens de dents à deux formes. Ce reptile volant existait à une époque révolue et avait une envergure d'environ 1,2 m. Son bec ressemblait à celui d'un macareux moderne, contribuant à son apparence unique. Avec une grosse tête caractérisée par des mâchoires larges et profondément dentées, Dimorphodon présentait des caractéristiques distinctives. Au bout de sa queue pointue et allongée, il y avait un lambeau de peau en forme de losange, tandis que son cou était particulièrement court. La tête remarquablement grande de cette créature servait probablement à montrer son comportement de cours. Contrairement aux autres ptérosaures, Dimorphodon avait des pattes qui dépassaient sur le côté, ce qui lui donnait une posture de marche distinctive. Cette structure unique des pattes le distingue des autres ptérosaures. La configuration unique des pattes suggère que Dimorphodon passait probablement son temps suspendu aux branches des arbres pendant les périodes sans vol, comme les chauves-souris modernes. Cette adaptation lui a permis de manœuvrer et de se reposer dans différents environnements. Dimorphodon habitait la Terre il y a environ 165 millions d'années. En tant que créature carnivore, il se nourrissait principalement de poissons, démontrant son adaptation à un régime aquatique. Numéro 3. Aegirocassis, un genre éteint d'arthropodes radiodontes géants, offre un aperçu terrifiant des mers anciennes. Les fossiles de cette créature remarquable, découverts dans la formation de Fezuata au Maroc, révèlent des adaptations fascinantes, notamment des pattes modifiées, des branchies sur le dos et un système d'alimentation par filtre spécialisé. Cette créature monstrueuse, qui vivait il y a environ 480 millions d'années au début de l'Ordovicien, avait une apparence frappante rappelant un croisement entre une crevette et un homard. Mais sa taille le distinguait de ses congénères, car on pense qu'il était l'une des plus grandes créatures ayant jamais vécu sur Terre. Au lieu de chasser activement des proies comme beaucoup d'autres arthropodes similaires, il utilisait un appendice en forme de filet pour capturer le plancton, sa principale source de nourriture. Croyez-le ou non, cette stratégie alimentaire a permis au massif Aegirocassis de mener une existence relativement tranquille malgré sa taille imposante. Cependant, les chercheurs suggèrent qu'il s'agirait d'une présence pacifique dans les océans anciens. Numéro 2. Thylacoleo carnifex, le plus grand mammifère carnivore connu en Australie, a été décrit pour la première fois par Sir Richard Owen comme l'un des carnivores les plus féroces et les plus destructeurs. Cette créature remarquable se nourrissait probablement d'autres mégafaunes du Pléistocène, notamment du diprotodon géant.
Les chercheurs pensent que Thylacoleo aurait pu être un prédateur ou un charognard embusqué. Il possédait d'énormes dents de joue cisailleuses et une gigantesque griffe de pouce qui aurait pu être utilisée pour déchirer ses proies. Mesurant environ 75 cm à l'épaule et environ 150 cm de la tête à la queue, les individus de cette espèce étaient assez imposants. Sur la base des mesures de divers spécimens, leur poids moyen variait de 100 à 160 kg. Cela place Thylacoleo dans une gamme de taille comparable à celle des femelles lions et tigres. Thylacoleo carnifex représente également le dernier et le plus grand membre des Thylacoleonidae, un groupe souvent appelé lions marsupiaux. La présence d'un pouce pseudo-opposable suggère que Thylacoleo possédait peut-être certaines adaptations d'escalade, le rendant 100 fois plus terrifiant. Numéro 1. À l'époque préhistorique précédant l'ère des dinosaures, les océans abritaient un large éventail de terrifiants prédateurs blindés. Parmi ces créatures anciennes, un groupe s'est démarqué comme particulièrement unique et effrayant, les euryptérides, communément appelés scorpions marins. Ces créatures étaient de différentes tailles, allant des dimensions d'une main humaine à des proportions dépassant celles d'un homme adulte. Les euryptérides étaient connus pour leur présence imposante et leur capacité de chasse terrifiante. En tant qu'ordre colossal et tenace d'arthropodes lourdement blindés, ils possédaient des membres épineux et des griffes agrippantes qui rendaient leur proie complètement sans défense. Ces prédateurs désossés ont prospéré pendant une période étonnamment longue, de l'Ordovicien, il y a environ 467 millions d'années, au Permien, il y a environ 248 millions d'années. Durant leur règne, ces créatures ont été témoins de l'évolution des premiers ancêtres des coraux et même de l'émergence des premiers poissons. Alors que la majorité des euryptérides vivaient dans des environnements marins, quelques-uns se sont aventurés dans les systèmes d'eau douce au fil du temps. Parmi ces explorateurs audacieux, Jachelopterus régnait en maître en tant que plus grand euryptéride connu, mesurant environ 2,5 mètres, dominant ses proies. En incluant ses appendices, sa longueur totale était encore plus grande, ce qui en faisait l'arthropode le plus colossal et le plus redoutable qui ait jamais existé. On pense que ce prédateur colossal chassait d'autres arthropodes et peut-être même des poissons. Quel animal préhistorique aimeriez-vous voir ressusciter? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.